Salut camarades, aujourd'hui je vais vous expliquer comment, un siècle avant Gorbatchev, Alexandre II, le tsar de toutes les Russies, a tenté de réformer son pays, en libérant ses paysans, en réformant son économie, le tout pour sauver sa dynastie, et comment, par ses flottements et ses hésitations, est en partie responsable de sa chute. Mais avant ça, Nicolas Ier, le père de notre sujet de vidéo, est arrivé au pouvoir en 1825 sur fond de révolution décabriste. Pour faire simple, c'était une révolution menée par une minorité libérale de la noblesse. C'est donc quelques 3000 soldats de sang bleu qui assiègent Saint-Pétersbourg et qui se font écraser. Il en suivit 30 ans de politique ultra-conservatrice de Nikolaï, qui se revendiquait cyniquement le plus logique de tous les autocrates. C'est d'ailleurs sous son règne que les grands écrivains russes se firent connaître, comme Tolstoï ou Dostoïevski. Et ils seront durement réprimés pendant son règne, où la censure atteindra des sommets. Dostoïevski passera même 4 ans en bagne en Sibérie. Mais passons à Alexandre. Lui n'avait que 7 ans quand son père est arrivé au pouvoir en 1825. À ce moment-là, rien ne distinguait cet enfant insouciant des autres enfants du couple. Mais 7 ans était en Russie l'âge où commençait l'éducation des enfants. Et de tous les souverains russes, Alexandre est probablement celui qui a reçu l'éducation la plus soignée. En effet, durant le cours de ses études, l'héritier aura assimilé l'histoire de la Russie et l'histoire mondiale. La géographie, la littérature, l'histoire du christianisme, les mathématiques, la chimie, la physique, la géologie, la botanique et la zoologie. Il apprit aussi à parler en plus du russe, le polonais, l'allemand, le français et l'anglais. Les arts ne furent pas non plus oubliés et Alexandre dessinait avec un certain talent. Vous imaginez bien que pour assimiler une telle masse de connaissances, ses journées étaient chargées et précises. Il était levé à 6 heures du matin et couché à 10 heures du soir. Ses cours avaient lieu de 7 heures du matin à 7 heures du soir et étaient entrecoupés de lectures et d'exercices physiques choisis par ses maîtres. Ce programme plus que formateur sera assoupli à sa majorité, abaissé pour l'héritier à l'âge de 16 ans. Devenu adolescent, il sera décidé, officiellement, pour que son éducation devienne plus concrète, qu'il doive effectuer des voyages à travers la Russie et l'Europe. Ces voyages ont aussi probablement comme but de renforcer le caractère d'un prince dont les qualités intellectuelles sont incontestables, mais qui fait preuve d'un certain manque de caractère. Le premier, il quittera la capitale au printemps 1837 pour un périple de 7 mois à travers la Russie. Il ira de Saint-Pétersbourg à Moscou, puis au sud de la Russie, et ira même au-delà de l'Oural en Sibérie. Officiellement, ce voyage devait lui apprendre la réalité de la Russie, mais concrètement, ses rencontres individuelles ne seront que mondaines. Partout, il y avait des parades militaires, des réceptions, des bals, mais les Russes ordinaires, il ne les a vus que groupés et de loin. À peine rentré de son périple russe, il entreprit un voyage à travers l'Europe, entre mai 38 et juin 1839. Ce voyage devait lui permettre de connaître les différentes cours d'Europe, mais aussi de trouver une épouse, car la loi russe obligeait le souverain à épouser une princesse étrangère. Finalement, il ne trouvera pas son épouse pendant ce voyage, mais il épousera 2 ans plus tard, en 1841, comme la plupart des souverains russes, une princesse allemande, Marie de Hesse. Et c'est important de le souligner. En effet, Alexandre n'avait qu'un 32e de sang russe, celui de Pierre le Grand. En fait, à cause du fait que les souverains russes épousaient des princesses allemandes, la dynastie Romanov est désormais majoritairement d'origine allemande, imprégnée de culture allemande, germanophile. De plus, il y a de nombreux occidentaux dans leur entourage. Sinon, le couple aura 8 enfants dont 6 fils, la dynastie est donc clairement assurée. Petit à petit, entre 1839 et 1841, le prince fut associé au pouvoir, mais bien sûr sans réelle possibilité de décision face au souverain. Néanmoins, cela lui apprit à connaître les différents gouvernements locaux auxquels il participa. Il servit également comme ambassadeur, et même comme soldat dans la révolte de Tchamil, qui est une révolte commune des peuples musulmans du Caucase. On a donc une période de plus ou moins 15 ans où le tsarevitch apprend la réalité du pouvoir dans une relative tranquillité et dans un bonheur familial. Mais en 1853, une guerre très importante va se déclencher. En effet, Nikolaï va décider d'occuper les principautés danubiennes, qui sont 2 États, la Valachie et la Moldavie, qui sont des chrétiens orthodoxes et de langue roumaine, c'est-à-dire latine, et surtout qui sont des vassaux de l'Empire ottoman. Le but de Nikolaï était de passer ces États d'une vassalité turque à une vassalité russe. Mais les Ottomans ne se laissa pas faire, et en octobre 53, les Turcs déclarent la guerre aux Russes. Pendant l'hiver 53-54, les Russes obtiennent quelques victoires, ce qui pousse les Occidentaux à intervenir en faveur des Ottomans pour ne pas modifier l'équilibre européen. Ils débarquent au printemps 54
et stabilise le front du Caucase et des Balkans. En octobre, les soldats français, anglais et ottomans débarquent en Crimée et assiègent Sébastopol, qui est le principal port russe en mer Noire. 60 000 soldats russes seront encerclés dans la ville, mais étonnamment, les défenseurs tiendront héroïquement pendant presque une année. C'est en mars 55, quelques mois avant que Sébastopol ne soit prise, que le tsar Nicolas Ier décéda, laissant à son fils une situation catastrophique. Cette guerre était l'effondrement de l'univers auquel il avait toujours cru, celui d'une Russie puissante parce que restée elle-même. En ce printemps 55, elle est vaincue par un Occident plus moderne qu'il avait tant méprisé. Dès le lendemain des funérailles, Alexandre II suggéra que la Russie avait besoin d'être réformée sans délai, car le bilan qu'il avait sous les yeux était effroyable. Un trésor public épuisé, un armement vieillot et une armée écrasée. Un immense fossé séparait la Russie du reste de l'Europe. Le servage persistait alors que le reste du continent n'en gardait que le souvenir, les châtiments corporels encore en usage alors qu'il avait été aboli ailleurs. Une corruption qui ravageait les tribunaux et la fonction publique, ce qui pour tout Russe éduqué était un sujet de honte. À l'heure où commence son règne, c'est l'honnêteté intellectuelle qui va l'emporter chez Alexandre, même s'il considère qu'il faut un temps de décence avant une vraie rupture. Et de toute façon, la Russie est toujours en guerre. Un an après son accession au pouvoir, au printemps 56, la paix est signée, et c'est une défaite pour la Russie. Bien qu'il n'y ait pas de changements territoriaux, les États danubiens restant sous vassalité ottomane, mais il sera décidé la neutralité de la mer Noire. La Russie n'a donc plus le droit d'y établir une flotte militaire, et c'est la fin de l'influence russe en Orient. Au début, Alexandre montrera des signes d'une volonté de changement. Par exemple, il déclarera lors d'une parade militaire « Le bruit court que j'ai l'intention de libérer les paysans. C'est faux, mais cela viendra avec son temps, et vous serez d'accord qu'il vaut mieux que cela vienne d'en haut que d'en bas. » Cette phrase, en apparence contradictoire, n'est pas ressentie comme telle dans la Russie dès la fin des années 1850, qui scrute le moindre geste de son souverain et attendent beaucoup de lui. Réformer le statut des paysans obligerait l'empereur à faire face à deux menaces. D'abord, les nobles qui s'y opposeraient forcément, et de l'autre côté, les nobles y insistaient beaucoup, la paysannerie émancipée risquerait de devenir incontrôlable et de se révolter, plongeant le pays dans le chaos. Maintenant, quelques chiffres pour comprendre. La Russie avait à l'époque 60 millions d'habitants, dont 20 millions de paysans dans les domaines privés et 20 millions de paysans dans les domaines d'État. Le servage concernait celui des domaines privés. Ceux des domaines d'État étaient déjà libres, bien que n'étant pas propriétaires des terres. Ce n'est qu'au début de 1857 qu'Alexandre crée une commission secrète chargée de décider comment la réforme doit avoir lieu. De plus, il établit la liberté d'expression concernant le servage, et la société se met à débattre de ce sujet. Il faudra attendre près de 4 ans pour que le servage soit enfin aboli par un manifeste de février 1861. Dans ce manifeste, ce qui était clair, c'est que les paysans étaient libres, et ce qui était moins clair, c'était ce qui allait arriver de la terre, car la liberté sans la terre, pour le paysan, ne signifiait pas grand-chose. Les paysans pouvaient racheter la terre à leur ancien propriétaire, avec un prêt de 50 ans avancé par l'État. Mais les paiements étaient très en faveur des propriétaires, et en 1905, quand les paiements furent annulés, les paysans purent voir qu'ils avaient payé la terre le triple de son prix réel. La plupart des paysans décida de continuer de travailler pour leur ancien propriétaire, et au final, 30 000 nobles se partageaient 95 millions d'hectares, tandis que 20 millions de paysans émancipés devaient se partager seulement 16 millions d'hectares. Néanmoins, avec ses défauts, la réforme de 1861 arrachait la Russie à une situation inacceptable, et cette date restera dans l'histoire. Après l'abolition du servage, Alexandre refusa obstinément toute idée de monarchie constitutionnelle, car il considéra qu'il avait besoin d'un pouvoir absolu pour mener à bien les réformes nécessaires. En effet, Alexandre, en plus de l'abolition du servage, se lança dans une refonte totale des domaines administratifs, judiciaires, universitaires et militaires. Mais commençons par les universités. En décembre 61, le tsar Alexandre nomma comme ministre de l'instruction publique Golfonin, un noble libéral convaincu. Sa nomination a pour effet de ramener le calme et la confiance dans le milieu universitaire, qui avait connu des troubles lors des années précédentes. Il décida immédiatement de réouvrir les universités qui avaient été fermées par son brutal prédécesseur et d'autoriser aux étudiants qui avaient été exclus lors des troubles de pouvoir repasser leurs examens. D'autres réformes se succéda rapidement, l'objectif principal étant l'autonomie des universités. Par exemple, dans chaque université, élection du recteur par les professeurs titulaires.
Un tribunal disciplinaire est créé pour gérer les problèmes de discipline des étudiants, et il est géré par les professeurs. Les débordements politiques des élèves sont donc gérés par les professeurs, qui sont bien plus libéraux que le pouvoir, et les inspecteurs perdent l'essentiel de leur pouvoir. De plus, Golovnin s'appliqua à placer une plus grande partie des écoles primaires et secondaires sous son ministère, en les soustrayant donc à l'Église, ce qui a pour effet de laïciser l'école. Il essaya aussi de généraliser l'enseignement le plus possible, malgré que les finances du royaume ne permettaient pas de le rendre obligatoire et gratuit, comme ce fut le cas en France une décennie plus tard. Les conservateurs, eux, obtiennent l'interdiction des syndicats étudiants et l'interdiction des universités mixtes. Un autre arc principal était la réforme de la justice, car dans la Russie de la moitié du XIXe siècle, la justice s'y vendait presque publiquement, et condamnait toujours l'innocent pauvre face aux riches coupables. En plus du caractère vénal de la justice, que chaque voyageur dénonçait et dont les Russes avaient conscience et avaient honte, s'ajoutaient des châtiments corporels encore en usage, ce qui montrait une certaine barbarie encore présente en Russie. Le 17 avril 63, le jour anniversaire du souverain, les châtiments corporels furent abolis. Quelques vestiges subsistaient néanmoins dans les bataillons disciplinaires de l'armée et dans le milieu carcéral en cas de tentative d'évasion. Mais il s'agissait là de cas extrêmes, et le milieu carcéral et militaire était appelé à la plus grande vigilance pour que ces exceptions ne deviennent pas la norme. Mais ce n'était là qu'un avant-goût des véritables réformes, et en 64, les principales décisions sont une justice séparée de l'administration, des jurys tirés au sort, et surtout des tribunaux publics et contradictoires, c'est-à-dire où le coupable a un avocat pour le défendre. Derrière ces décisions concrètes, on défendait en fait deux principes. La justice est indépendante, et la même loi s'applique à tous. La réforme de la justice rencontrera finalement peu d'opposition. Sur le plan politique, bien que refusant une démocratie en haut, c'est-à-dire une monarchie constitutionnelle, le souverain accepta de créer des gouvernements locaux élus par les citoyens, les Zemstov. Cependant, ce suffrage était censitaire. Le vote des riches valait plus que celui des plus pauvres, et beaucoup de nobles siégeaient dans ces assemblées, bien que des paysans y siégeaient aussi. De plus, cette réforme est arrivée en 1864, soit à peine 4 ans après que les paysans furent libérés du servage, et beaucoup de paysans ne comprenaient pas forcément énormément cette réforme. Néanmoins, ces gouvernements locaux permirent tout de même de financer des hôpitaux et des écoles. De plus, c'était la première fois que le prolétariat russe put voter. Ça a donc participé à politiser et à éveiller la population. Bon, ça fait beaucoup de réformes tout ça. Je pense qu'on en a eu assez et qu'on verra la suite dans 2 semaines.